Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Bonjour à toi, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi, ravi d'être là et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux parce que oui, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est les questions qu'on m'a le plus posées ces derniers mois parce que je suis papa depuis peu, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. C'est sûrement aussi là où j'ai moins de réponses, mais où j'ai expérimenté le plus de trucs. Donc on va rigoler, je pense. C'est ça. Alors, niveau expérimentation, je pense que c'est un sujet et qui du coup va hyper bien avec l'entrepreneuriat pour le coup. Merci d'être aujourd'hui ici et de venir nous parler donc de ta vie de CEO de Coleman Publishing, donc d'entrepreneur et nouvellement papa, comme tu viens de le dire. Ta boîte, en fait, vous accompagnez des humains normaux à créer et à lancer, scaler des offres d'accompagnement ou des formations en ligne. Ouais. Ce que tu dis, c'est qu'il y a certains que vous accompagnez qui feront un petit salaire, certains qui font des millions. Ce que vous montrez juste, c'est surtout les méthodes les plus simples et surtout qui marchent pour justement pouvoir développer leur business sans ruiner leur vie et leur famille, ce qui est absolument le sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'on dit des humains normaux? Ouais. Parce qu'en fait, j'accompagne des gens normaux, pas que le top 0,1% des gens qui vont devenir Elon Musk. Je m'en fous, ça m'intéresse pas tellement. Je suis plus nourri par un parent isolé qui arrive à travailler chez lui et s'occuper de ses enfants que par quelqu'un qui fait 300 cas par mois. Ça veut pas dire qu'on en a pas, ça veut pas dire que nous, on n'aime pas ça, l'argent, la croissance, etc. Mais c'est pas ça le plus important à la fin de la journée. Ok, très clair. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, et si j'ai oublié des choses, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Ouais, bien sûr. Les choses probablement les plus importantes, j'ai 35 ans, je suis papa, je suis marié, je vis en France. J'ai ma société en France, je paye mes impôts en France. Et comme je le dis souvent dans une introduction d'un podcast que je fais de temps en temps, tout ça dicte beaucoup de choses de qui je suis, de comment je me comporte, des choses que je choisis de faire. Ça veut pas dire que 18 ans, célibataire, pays offshore, c'est mal. Ça veut juste dire que ça demande des choses différentes et des contraintes différentes. Et moi, il y a des trucs que je peux pas faire, il y a des trucs que je peux faire, etc. Et beaucoup de ce que je suis, de ce que je fais, est dicté par ce qui est important pour moi. Donc, ma famille, mes amis, mes proches, ma passion, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat et du marketing, mais qui est une vraie passion pour moi. Et donc, en fait, si tu veux, c'est ça qui dicte qui je suis et c'est ça qui va teinter tous mes propos. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est pas forcément une voix, dans tous les sens du terme, qu'on entend souvent. Déjà, le fait de se dire, j'entreprends aussi à ma manière et comme je suis. Je suis pas obligée de me tordre, en fait, pour faire des choses qu'il faudrait que je fasse ou qu'on me dit qu'il faudrait faire pour réussir. Et en effet, tu viens de dire aussi, tu as ton entreprise en France, tu payes tes impôts en France et j'aime beaucoup cette thématique-là. Je sais que t'en as parlé il y a pas longtemps. Ouais. C'est pas forcément le sujet du jour, mais On je peut, trouve hein. ça Ça fait intéressant aussi. Ouais, c'est ça, d'en parler et de le dire à un moment, en fait. Ça fait partie parce que quand tu es entrepreneur et que tu gagnes un peu d'argent, gérer ta famille et ton entreprise en France, c'est pas du tout les mêmes contraintes que dans un pays offshore avec de la main-d'œuvre pas chère. Mm. C'est surtout ça qui est important en fait. C'est que, je caricature un peu, mais tu veux une nanny en France, ça va te coûter 5 000 € par mois. Tu veux une nanny à Dubaï, ça va t'en coûter 600. Mm. Voilà, point. Alors quand on a dit ça, on a tout dit parce que ça se répercute sur tout le reste également. Mm. Et aux États-Unis, au Canada, c'est pas les mêmes services à la personne que tu as en France, etc. Donc ça change plein de choses. Ça veut pas Ouais. dire que c'est impossible, ça veut pas dire que c'est bien, que c'est mal. J'ai pas de jugement de valeur. Juste, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Et on peut aussi faire des choix par rapport à ça. Moi, je sais que mes enfants sont à l'école en France et que du coup, ça me paraît pas déconnant de payer des impôts en France. En fait, si tu veux, faut faire très attention à pas mettre d'échelle de valeur. Je Mm. prétends pas que moi j'ai raison et que ce que je fais est Non, non, bien tout et que à tout le fait. reste est mal. Non, non, c'est ça. Je l'ai bien compris dans ton propos aussi, hein, Mm. t'inquiète pas. Juste, moi j'ai choisi de faire comme ça et donc je le dis pour que des Mm. personnes qui auraient envie de faire comme moi Ouais. puissent plus facilement se reconnaître en moi et voir que c'est possible. Je pense que Mm. c'est ça la clé du sujet en fait. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et après, c'est peut-être une vérité entre guillemets ou la manière dont tu fonctionnes aujourd'hui et qui sera peut-être pas vraie dans plusieurs années pour plein d'autres raisons. Il y aura peut-être d'autres critères qui feront que cette idée-là aura évolué. Mais on voit beaucoup d'optimisation entre guillemets dans tous les sens, y compris Ouais, sur les logiques fiscales. c'est Bon, fatigant. voilà. Tu te fais des nœuds au cerveau pour gagner 3%. Je trouve ça un peu con. Encore une fois, tu vois, c'est aujourd'hui.
que Ouais. je suis en France. Je ne veux pas dire que je suis pas dogmatique en fait. Peut-être que Mm, j'y passerai toute ma vie et que je finirai petit révolutionnaire dans la rue. Ou peut-être que dans 3 semaines, je suis dans un autre pays. Je sais mm. pas. Pour l'instant, je suis en France et je suis content d'y être. C'est tout. Parenthèse fermée. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu es entrepreneur en France, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu es devenu entrepreneur? Je suis profondément inadapté à la vie en entreprise. Si tu veux, j'ai fait des études de communication et marketing. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle pompeusement un master en stratégie digitale des marques. Et donc, j'ai fait des expériences en stage, en Mm, entreprise traditionnelle. Et à de rares exceptions, ça s'est toujours mal passé. ok. Parce que j'ai une aversion à l'autorité, parce que j'ai besoin de tout comprendre, de tout remettre en question. Et que si j'estime que mon patron est en train de faire une connerie, je vais lui dire. Et je me suis retrouvé quand même dans un stage où on m'a demandé de faire des tâches manuelles à la con, expliquer à ma maître de stage la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, lui expliquant que mon temps et mon cerveau étaient mieux utilisés sur des tâches avec un peu plus de qualification et que du coup, elle gérait mal son entreprise. J'étais évidemment un petit con, très imbu de lui-même, et je regrette tout à fait la forme, mais je reste quand même plutôt d'accord avec ce que j'ai dit sur le fond. Mm, Et en fait, tout ça fait que je suis pas du tout fait pour être salarié ou que ce soit. C'est un enfer pour moi et pour les autres. Parce qu'en fait, je suis un mauvais salarié. Et donc, très vite, j'ai dû trouver des solutions pour pallier à ça. Parce que bon, bah, fallait bien que je gagne de l'argent, en fait. Donc, j'ai pris ce que j'aimais. J'en ai fait des médias en ligne, des blogs, du consulting, du ok. freelancing, une petite agence. J'ai testé plein de choses jusqu'au moment où tout le monde corporate, même en tant qu'indépendant, m'a cassé la tête. Et j'ai dit, vas-y, stop, j'arrête ces conneries, je veux travailler avec des humains normaux. Et en fait, je me suis retrouvé un peu, par rapport à des expériences précédentes que j'avais eues dans le monde très vite, des formateurs, des infopreneurs, des coachs en ligne, etc. Et je suis resté là-dedans et j'ai fait mon trou là-dedans, en fait, sur ces dernières années, quoi. Ok. Donc au départ, c'est plutôt une question de cadre qui te fait bouger en te disant non, mais en fait, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir rester là. Et Ouais, de sauter d'un sujet à l'autre te fait arriver là où tu es aujourd'hui, en fait. ouais, c'est complètement. Et j'ai le profil vraiment de l'entrepreneur type, c'est pas très attentif à l'école, 19 de moyenne dans certaines matières qu'il aime bien, 2 dans les autres. Je Va mets jamais, là où j'ai envie, mais le reste, ça me saoule, donc ouais, c'est aucun ça. effort. Ok. Va jamais en cours, sauf si le prof il l'aime bien. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, j'ai vraiment le profil type du petit con, tu vois. J'espère être devenu un peu moins con avec les années, mais j'avais pas le choix que d'entreprendre, en fait. Ok. Et donc, ça fait combien de temps que tu entreprends? La première, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est 2012. Ok. Donc ça fait 12 ans. Ok. Et sur Coleman Publishing, ça fait combien de temps? Coleman Publishing, c'est, si je te dis pas de bêtises, avril 2021, je crois. Donc ça fait un peu moins Ok. de 3 ans et demi. Ok. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, t'es pas encore papa. Au moment où tu sais que tu vas devenir papa, est-ce que tu as des, je sais pas, des questionnements ou des challenges où tu te dis, eh, ça va Des, être que- chaud? des questionnements, une crise de panique, ouais. Quoi Carrément. comment ça, questionnement? Non, 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 Je sais non. pas, ça peut être juste, ah, comment ça va se passer? Non, Ah, là, c'est bah, carrément la panique. Ok, on ah, est je les suis trois très levels content au-dessus. ouais, je suis très content s'il y a des personnes qui arrivent à juste se questionner. Hmm, Mais moi, immédiatement, c'est, OK, je bosse comme un âne. Je vais pas pouvoir continuer comme ça. Sinon, je vais reproduire les erreurs que je reproche à mon père aujourd'hui, à savoir d'avoir trop travaillé, de pas avoir été là, etc. Je suis tout le temps dans ma tête, tout le temps sur mon téléphone, tout le temps au boulot, jamais dans le moment présent. hmm, Je veux pas donner ça à un enfant. Merde, qu'est-ce que je fais? ok, Ensuite, pendant les 9 mois qui ont suivi, hyper structuration de l'entreprise, démarrer une psychothérapie, beaucoup plus discuter avec ma femme de OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Malgré ça, c'était un peu le merdier. Surtout vers la fin de la grossesse où moi j'étais encore plus en panique et que du coup j'étais pas autant là pour ma femme que ce qu'il aurait fallu. 1 mois de congé paternité, je reviens au boulot direct après, c'est super dur ouais, parce que j'ai pas envie de retourner au taf. Même si j'adore ce que je fais, tu vois, mais t'es dans ta bulle avec ton petit bébé, t'as pas envie. Et là maintenant, il a 7 mois, je commence vraiment avec ma femme à trouver mes marques entre le boulot, ma vie de papa, etc. ouais, Mais si j'avais pas fait tout ce chemin de coaching, de structuration, de psychothérapie, de tout ce qui a fait que je suis à peu près fonctionnel en tant que parent entrepreneur, et pas que l'un ou l'autre, ouais, j'aurais pas pu en fait. ouais, ok. Et je le gueule sur Internet à qui veut bien l'entendre. Et mon nouveau combat, c'est non plus d'envoyer chez les gens chez des coachs, mais de les envoyer chez coach plus psy. Parce qu'aujourd'hui, je vois terriblement bien la puissance du combo des deux. Hmm, Et que la première fois que je suis allé chez le psy, parce que j'allais devenir papa et qu'il fallait que je mette enfin, que je fasse le point sur plein de trucs. Je reviens et je vais en parler à mes copains entrepreneurs très masculins, machin, les garçons, quoi. Et je m'attends à ce qu'on se foute de ma gueule. En fait, ils disent tous la même chose. Mais comment t'as survécu sans jusque-là? Et là, vraiment, dans ma tête, je me dis, mais bande d'enfoirés, ça pourquoi fait personne m'a 35 dit? ans que j'y vais pas parce que je me dis, moi, j'y vais pas parce que je suis pas comme ça.
Et en fait, tout le monde y va sauf moi. Mmh. Et donc j'ai décidé moi de prendre le contre-pied et en gros de le dire à tout le monde et d'en parler publiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai déjà envoyé plein de gens que je connais que j'aime beaucoup chez le psy pour leur vie perso, pour leur vie maritale, pour leur vie de parents, etc. Et je pense que c'est important. Mais c'était plus que des questionnements, c'est comment je veux faire. Ouais, donc c'était panique, donc un gros déclencheur Ouais, quand même. ouais, bien sûr. On reviendra sur la structuration, mais comme tu as commencé à aborder le sujet psy-coach, c'est souvent un questionnement de c'est quoi la diff entre les deux. Donc comme tu Hmm. expérimentes les deux, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu vois la diff entre les deux justement? Le coaching, si on caricature un peu, c'est de la psychocognitive. Donc le but, c'est de changer les ancrages, les déclencheurs, les comportements. C'est un truc qui, immédiatement, ou presque, peut mettre fin à des symptômes, peut te remettre dans l'action, peut t'enlever des angoisses, peut te faire bouger, etc. Et c'est terriblement puissant. Sauf que si t'as pas géré le merdier que t'avais en dessous, et ça c'est avec psychothérapie, psychanalyse, ça dépend de thérapie alternative, peu importe, ça dépend des personnes, Hum. ça va revenir et repopper soit plus tard, soit sous une autre forme, soit à un autre endroit. Et je peux donner un exemple à la con un peu rigolo, tu vois. Ouais, vas-y. Je transpire comme un humain normal, mais quand j'avais 15 ans, je trouvais ça terriblement malaisant, tu vois. Il fallait pas que ça se voit que j'ai transpiré, tu vois. Hum. Alors que bon, quand t'es adulte, t'en as plus rien à foutre, mais quand t'as Ouais, 15 ans, c'est t'es ça. terrifié. Ouais, Donc j'ai utilisé un truc qui s'appelle le détranspirant. C'est un truc en gros qui ferme toutes tes pores, tu peux plus transpirer. Et ce que personne te dit, c'est qu'en fait, si tu arrêtes de transpirer sous les bras, tu transpires 2 fois plus du front. ouais, faut que ça Parce sorte qu'il faut quelque bien que part a ça ressorte priori. quelque Ouais, part. c'est ça. Hum. Et ben, c'est exactement la même chose. Si tu ne fais que du coaching et pas une thérapie à côté, tu fermes à un endroit, ça ressort à un autre. Putain, j'adore la métaphore. C'est génial. C'est, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est comme s'il y a une fuite, tu sais, tu mets ton Ouais, doigt c'est dans le ça. trou et ça pète à un autre endroit, tu Mais vois. plus fort, hein, c'est parce que ça a été Voilà. redirigé, t'as même la pression qui va avec, donc c'est l'angoisse en fait. Exactement. Et c'est pour ça que les deux sont importants, parce que c'est bien de pouvoir traiter le symptôme tout de suite et de se remettre dans l'action, de se remettre dans le mouvement et d'aller mieux. Hum. Et ça ne dispense pas d'aller voir pourquoi t'en es arrivé là. Carrément. Donc toi, tu dis, tu as eu ce déclencheur-là et c'était pas forcément notamment le côté psy, c'était pas spontané en tout cas chez toi. Pour toi, c'est quoi le... Donc on voit quel a été ton déclencheur, mais si des gens se posent la question, enfin, à part ce que tu viens d'expliquer, qu'est-ce qui pourrait faire que ils se disent, ok, ça y est, c'est maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Je pense que tout le monde devrait y aller. Il y a pas Donc, de, il y a pas, il y a pas de moment en fait, ouais, juste allez-y. non, il y a pas de moment, tous, allez-y. Déjà parce que tu viens et tu crois que tu viens pour rien. T'as un premier sujet au bout de 3 mois, et puis au bout de 12 mois, t'en découvres un autre, et puis au bout de 24 mois, t'en découvres un autre, et en fait, la thérapie, ça devrait être à l'année, Hum. parce que tu sais jamais ce que tu déterres. Et en fait, c'est surtout qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il va y avoir des phases de 1, 3, 6, 12 mois de vide au sein de la thérapie, où tu vas juste parler de la pluie, du beau temps, et tu vas raconter ta life, et tu vas raconter tes préoccupations du moment. Et Hum. puis un jour, en fait, à force de raconter les mêmes trucs, tu vas détricoter des machins, et ça va faire le pont. C'est ça. Et en fait, je pense que tout adulte normalement constitué devrait y aller. C'est clair, je suis absolument d'accord parce que je fais exactement la même chose et quand j'ai commencé à en parler à des copains en disant que j'y allais, on me disait non non mais t'en as pas besoin toi. Bon, je sais pas pourquoi plus ou Mais en moins fait, que quelqu'un d'autre, tu vois. le truc, c'est Mais qu'on pense qu'on va faire une thérapie pour aller bien, ouais, pour aller mieux parce qu'on va pas bien. Non, ouais, en fait, c'est ça. si je vais bien, je vais faire une thérapie pour rester bien, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis pour sortir le merdier dans ma tête, quoi. Ouais, c'est ça aussi, parce que c'est ce que tu disais. En fait, souvent, t'y vas en te disant, bon, ça y est, j'ai un sujet, j'y vais. En fait, au bout de 10 minutes, on te pose 3 questions et demie, tu te rends compte que t'es déjà parti sur 3000 sujets à côté. Et qu'en fait, la porte que toi, t'avais envie d'ouvrir, c'est absolument pas celle-là qui va s'ouvrir en premier, mais il va y en avoir plein d'autres. Ou tu vas taper ta tête contre les portes qui sont à côté et que t'avais pas Mm. prévu d'ouvrir. Mais c'est aussi ce cheminement-là qui est intéressant. Et je trouve que d'autant plus, je suis d'accord avec toi sur le tout le monde devrait y aller. D'autant plus quand on entreprend, à mon sens, parce que il y a quand même des zones de frottement qui sont assez fortes et Ouais. d'inconfort, et qu'à un moment, tu peux te dire non, bah j'esquive, j'y vais pas, ou j'y vais pas maintenant, ou c'est bon, j'ai l'impression d'avoir survolé le truc, mais dans le fond, c'est ce que tu disais, en fait, ça reste, et tant que c'est pas sorti, ça va rester, quoi. J'ai un copain que je tiens très haute estime, surtout sur ces sujets-là, qui s'appelle Alexis Eve, qui a une boîte qui s'appelle Yaniro, et un podcast qui s'appelle Yaniro aussi, qui, de mémoire, si je dis pas de bêtises, il était psy à l'origine, et en fait, aujourd'hui, il fait du coaching plutôt dans des scale-up, RH, etc. Mhm. En fait, il dit cette phrase que j'adore, qui dit: les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Logique. Et en Ouais. fait, juste, tout ce que t'as pas réglé, Mm. tu vas l'insuffler petit à petit et de plus en plus fort partout dans ta boîte. Ouais. Et tout ce que tu évites pour toi, tu vas l'éviter pour ta boîte. Enfin, en fait, c'est tellement lié que forcément, il y a un 100%. moment où tu te dis comment est-ce que j'arrive à lever ces points de blocage-là, quoi. Donc, Ouais. soit tu t'entêtes Et à te dire, mais non, il n'y a pas de point de blocage, ou je vais y arriver tout seul. Soit tu gagnes du temps en allant chercher de l'aide. j'écoutais il y a quelques mois, je crois que c'était, une interview de Charlie Morgan. Charlie Morgan, c'est un Anglais qui vit actuellement à Dubaï
et qui est aujourd'hui dans mes métiers, tu vois, vraiment les coachs business, les coachs de coach, des trucs comme ça, Mm. qui est un des plus gros, je crois qu'il fait 1 million de chiffre d'affaires mensuel. Et il expliquait très calmement, en toute détente sur un canapé, que jusqu'à 200 cas par mois, faut être fort en marketing, et puis ensuite, faut faire une thérapie, et en fait, tu vas être en boule en train de pleurer pendant 6 heures pour retraverser tout ce que tu as traversé les 30, 40 dernières années. Mm. Et là, d'un coup, le pourquoi tu fais les choses va s'éclairer. Tu vas pouvoir enlever les mauvaises raisons, tu vas pouvoir garder les bonnes. Et en fait, c'est comme si tu venais d'enlever une tonne de plomb derrière ton cul. Et en fait, d'un coup, tu décolles parce qu'il n'y Mm. a plus rien qui te freine. C'est ça. Et moi, je raconte toujours en rigolant, tu vois, jusqu'à 10 cas par mois, il faut une formation. De 10 à 100, il faut un programme un peu hybride. Ensuite, pour aller à 200, c'est souvent des masterminds. Mm. Et ensuite, c'est des chamans, des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychanalystes, et une bonne grosse dose de thérapie, tu vois. Bah, c'est ça. Mais complètement. Ouais, clairement. Et je trouve ça intéressant et je suis pas tellement surprise que ça se soit joué pour toi aussi. Le déclencheur, en fait, a été le fait d'avoir un enfant. Je pense que, Oui. bien sûr, ça remet en cause ou ça fait se poser plein de questions, voire paniquer. Il se trouve que pour le coup, c'est quand même plutôt positif parce que souvent on dit c'est compliqué d'être entrepreneur en ayant des enfants, etc. Mais il y a aussi des côtés positifs à la chose. Chez toi, ça a été un déclencheur et tu as parlé aussi de structuration. Concrètement, comment tu Hmm. as structuré, en fait, sur ces 9 mois? J'ai regardé tous les endroits de ma boîte où j'étais encore dans l'opérationnel et Ok. j'ai dit, OK, il faut que je recrute des gens pour le faire à ma place. Faut que je n'ai plus que des décisions à prendre ou des choses à faire qui se batchent et qui se prévoient en avance Ouais. et que je puisse gérer en gros toute ma boîte depuis mon téléphone. Ok. Alors qu'on était à l'époque 15-17, qu'on est aujourd'hui 25, que d'ici la fin de l'année on sera 30. Mhm. Et aujourd'hui, à part le contenu qui se prévoit à l'avance, qui se batch, etc., je peux gérer toute l'entreprise depuis mon téléphone. Donc, quasiment à tout moment, si ma femme m'appelle et me dit j'ai besoin de toi, je peux me rendre disponible. Ouais, c'est Et cool. après, je vais le faire ou pas le faire selon le degré d'urgence. Et il y a des trucs où on va négocier, il y a des trucs où je vais lui dire ah non, vers toi. Et il y a des trucs où je vais lui dire bien sûr, j'arrête tout, j'arrive. Ouais. Ok. Tu vois, il y a des degrés bien sûr Ouais, ensuite. bien sûr. Si je suis dans une réunion critique et qu'elle me dit je voudrais prendre ma douche maintenant, Ouais. bon, tu vas attendre une demi-heure pour ta douche, t'es gentil. Si mon fils a un problème, je peux fermer l'ordi en fait, il y a rien qui se passe. Ouais. Ok. Donc, ça a surtout été ça, faire une sorte d'audit de où t'en étais et où est-ce que tu potentiellement avais trop de casquettes. J'ai vu que tu parlais de ça aussi, de l'idée d'un CEO a beaucoup de casquettes et au bout d'un moment, c'est comment est-ce que t'en enlèves. Ouais. Toi, c'était beaucoup de temps dans les opérations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as 0% de ton temps dans les opérations Non, direct? 0%, je peux pas le dire, mais je dois être à 5%, 5 à 10%. Ok. Ok. J'ai beaucoup plus de temps aujourd'hui dans le management, dans la prise de décision, dans l'analyse, dans la réflexion. Mhm. Je suis connecté à mes équipes 12 heures par jour. Ouais. Mais je suis pas factuellement en réunion avec eux ou en échange Ouais. avec eux 12 heures par jour. C'est très Je, différent. je, ouais. Je suis disponible pour eux 12 heures par jour, Mm. mais en réel temps où je suis connecté avec eux, il y a peut-être 1 heure et demie dans la journée. Ouais. Enfin, et vraiment, c'est important de le dire. Je pense que c'est très différent parce que il y a beaucoup de gens qui ont des réflexes aussi alors, c'est souvent des réflexes de salariés, mais c'est comme ça. Mais je pense que ça se passe aussi comme ça dans l'entrepreneuriat pour certains. De temps de présence égale temps de réunion ou temps où factuellement on me voit, où ça donne l'impression que je suis là pour travailler, etc. Hmm. Or, je pense que, et tu viens de le dire, sur la stratégie, la prise de décision, il y a des choses où tu peux être disponible pour les équipes et c'est un mode de fonctionnement qui s'installe aussi. Et bien sûr, c'est du management sur la manière dont vous allez fonctionner, mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être tout le temps ensemble, surtout, etc. 100%. Et donc, enfin, c'est important d'avoir en tête ça aussi quand on est sur des sujets de structuration, tu vois, et de pas se dire, oulala, faut que je sois absolument tout le temps, que je décide pour tout et que je sois tout C'est le pas temps gérable. connecté à quelqu'un de l'équipe, en fait. Non, c'est juste pas gérable. Ouais. C'est pas gérable. Et si tu veux, Warren Buffett, Charlie Munger, etc., c'était connu pour ça. Ils travaillent effectivement 1 heure dans la semaine, Mm. mais sauf qu'en fait, ils sont en train de lire et d'analyser des rapports 9 heures par jour. Moi, aujourd'hui, mon job, c'est de prendre les meilleures décisions. Et certaines décisions que je vais prendre dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année, c'est des décisions qui peuvent faire gagner 1, 2, 3 millions ou perdre. Mm. Donc, si tu veux, moi, je dois avoir le plus de clarté mentale possible. Je dois être formé, renseigné et réfléchir le plus possible. Mm. Et entre guillemets, moi, on m'appelle quand il faut dégainer le coup de fusil, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et aujourd'hui, et ça n'a pas été le cas tout de suite, tu vois, ça a pris du temps, etc. Mais aujourd'hui, ils arrivent à gérer 95% de la boîte sans moi. Mm. En fait, quand ça arrive chez moi, c'est que ça demande une décision plus critique, ou plus risquée, ou plus importante, ou qu'ils ont pas envie de prendre la responsabilité parce que c'est vraiment, tu vois, touchy sur un sujet. Mm. Et donc, moi, je viens et 9 fois sur 10, je vais dire, tu voulais faire ça, c'est ça? Oui, bah oui, fais-le, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, Merci, c'est au juste revoir. un Mais, coup de mais c'est moi qui ai tampon, pris la validation. Ouais, responsabilité. tout à fait. Ouais. Moi qui ai pris la responsabilité. Mm. Et il y a de rares cas où je vais dire non, ça, je suis pas d'accord, voici pourquoi.
Mm. Mais globalement, aujourd'hui, moi, pour ainsi dire, chacun des pôles, j'ai des gens qui sont capables de prendre les décisions à ma place. Pas seulement sur est-ce qu'on fait ça ou pas, mais sur dans quelle direction on doit aller. Ouais. Et ça a dû se faire au fil de l'eau aussi. Bien sûr, complètement. Au tout début, tu délègues du temps horaire, c'est-à-dire voici comment je fais un truc, fais-le pareil. Mm. Ensuite, c'est voici comment je fais un truc, trouve un meilleur moyen de le faire. Ensuite, c'est je veux tel résultat, trouve comment le faire. Mm. Ensuite, c'est dis-moi quel résultat on devrait avoir. Ouais, exactement. C'est différents niveaux de délégation, tu vois. Ouais. Mais enfin, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à déléguer parce qu'ils sont dans cette logique de oh là là, je vais lâcher, je vais plus savoir ce qui est fait, etc. Et donc, je trouve ça Moi, intéressant les je différents sais paliers, tout, tu hein. vois. Je sais chaque virgule qui se passe dans ma boîte à tout moment de la journée. Mais je m'en occupe pas. Ouais. Je l'ai accès à l'information, Mm. je sais quasiment tout, et des fois je les rends fous parce que genre un virement peut pas passer de 42 centimes, sauf que sans que dans les 30 minutes j'envoie un message en disant c'est quoi ça, si je sais pas ce que c'est, tu vois. Ah ouais. Mais c'est pas du genre c'est pas bien, il fallait pas le faire. Genre, Non, pourquoi je c'est n'ai pas cette juste, information? Je veux ouais, c'est ça. savoir. Ouais. Mais du moment que je sais tout ce que je veux savoir et que je vois pas de trucs graves, Mm. je leur fous une paix royale. Mais parce que je leur fais confiance, c'est qu'on a construit cette confiance ensemble sur la durée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, mais c'est intéressant, tu vois, de voir comment, encore une fois, là, tu as la prise de conscience de ça va pas comme ça, je peux pas tenir comme ça avec un enfant qui arrive bientôt, donc il va falloir structurer. Et quelles sont les différentes étapes? Et bien sûr qu'il y a de l'évolution entre-temps, il y en aura encore. Tu le dis, l'équipe grossit, donc forcément, ça Ouais, nécessite ouais. aussi des réajustements en termes de mode de fonctionnement, de comment on communique, qui prend les décisions sur quoi, à quel niveau, etc. Mais je trouve ça intéressant aussi le cheminement, en fait, que tu as eu là-dessus pour te libérer du temps, de l'espace, de la charge mentale. Tu Ouais. disais, pour pouvoir prendre des décisions, il faut avoir de l'espace aussi dans la tête pour ça. Si t'es bombardé d'infos, en fait, c'est pas là que tu prends forcément les meilleures décisions. Mm. Donc, d'où ma question aujourd'hui. Ton temps est réparti comment aujourd'hui entre justement ta boîte, ta famille et ton temps à toi perso? Ok. Pour te donner déjà une espèce d'image de ma journée, moi je me lève entre 5 et 6 heures du matin. Mmh. Je suis tout à fait capable de me lever à 4 heures si j'ai un rush. Pour moi, une grasse mat, c'est 7 heures. C'est pas, je vois pas de Miracle Morning, c'est conneries, juste mon rythme naturel, hein. Mmh. C'est mon rythme à moi, c'est early bird, quoi. Voilà. Ok. En général, je vais deep work et faire mon sport jusqu'à 9 heures. Ensuite, soit j'ai mes rendez-vous et mes réunions qui commencent, soit ma femme et mon fils viennent de se réveiller et en fait, je passe un peu de temps avec eux. Mmh. Midi, je vais manger, je vais faire la sieste tous les jours, systématiquement, sauf si j'ai pas le temps, mais c'est rare. Je vais redémarrer vers 14h30, 15h, soit à 16h, soit à 17h, j'ai fini pour ma journée. 17h, 18, 19h, je passe du temps en famille. Mmh. Ensuite, je mange. Ensuite, selon si mon fils il veut bien dormir ou pas, on va passer un peu de temps ensemble avec ma femme ou on va mater une série, un truc comme ça, etc. 21h, 21h30 grand maximum, je suis au lit. Ok. Ça, c'est toute la semaine, la plupart du temps le week-end également. Ok. Donc, Ouais. mon temps pour moi, c'est essentiellement le matin, avant Mmh. que tout le monde se lève. Mmh. La journée, je suis pour ma boîte, quand je suis pas pour la famille. Et le Ouais. soir, c'est pour la famille. T'as trouvé l'équilibre direct comme ça dès le démarrage ou t'as eu des essais, erreurs? Non, non, c'était pas évident tout le temps, tout de suite. La question, c'est quand il y en a un qui doit prendre le pas sur l'autre, quel est celui qui saute en premier? Ouais. Mon temps perso, si je le fais sauter, je suis vite pas bien du tout. Et le temps de famille, tu peux pas le faire sauter. Donc en fait, s'il faut, bah il y a des réunions qui sautent, des rendez-vous qui sautent. Il y a des jours où tu bosses un peu moins. Là, je suis en plein été et en général, de toute façon, c'est plus léger en termes de rendez-vous, de trucs, etc. Donc c'est facile. Mmh. Je te dirai ce que ça donne à la rentrée, je sais pas encore. Ouais. Mais il y a un moment, j'ai pas besoin de travailler effectivement derrière mon ordi tant d'heures que ça. Donc tout le reste se manage assez bien, quoi. Ouais, et au pire, c'est ça que tu vas faire bouger ou tu as de la flexibilité quelque part dans ta semaine et où tu vas Ouais. réadapter autrement, quoi. Mais Ouais, et puis enfin, s'il faut, je dors un peu moins, je travaille le soir, ou je travaillerai le matin plus tôt, ou enfin, je trouverai des solutions, quoi. C'est pas un problème. Là, prochainement, c'est moi qui vais prendre notre fils de 16 à 18 heures pour que ma femme puisse faire sa vie. mmh, On teste des trucs, tu vois, on bouge des créneaux, on se fait, attends, tiens, je vais le prendre là, attends, c'est toi qui t'en occupes. Ah non, là, je peux absolument pas. ouais, On bidouille et en fait, c'est pas parfait. Et des fois, on est tous les deux contents, et des fois, personne n'est content, et des fois, on se prend la tête. Et ça fait partie, en fait, on cherche la réponse. En fait, on l'a pas encore. ouais. Et en 7 mois, ne pas l'avoir, je pense que c'est normal. Et je sais pas si tu la trouves vraiment un jour, tu vois. On navigue à vue. C'est ça. Mais pour moi, c'est aussi très lié à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a un moment où tu as une réponse Ouais. définitive, tu vois, sur les trucs, t'essayes. Il y a des trucs, tu te vautres bien. Jamais. Je Et disais hier à un client, lâche tout de suite l'illusion de certitude, elle n'arrivera jamais. mmh,
Je fais, Mm. même quand tu feras des chiffres que tu penses impossibles pour toi aujourd'hui, il y a des mois où ce sera trop facile, et des mois où ce sera trop dur et tu n'auras Ouais. aucune idée de pourquoi. Ouais, c'est ça. Et quand c'est trop facile, tu te dis putain, mais c'est pas possible, ça va pas tenir comme ça. Quand c'est difficile, tu te dis attends, mais comment je fais pour arriver à ça? Donc en fait, enfin, et c'est là où je trouve ça intéressant aussi, c'est que ces deux sujets sont quand même très liés. La parentalité et l'entrepreneuriat, dans le sens où Ouais. tu ne sais pas, tu n'as pas de guide, et c'est pas comme à l'école de tu vas faire ce qu'on te demande, répondre à la bonne question et répondre à la question de la bonne manière et t'auras la bonne note, etc. Il y a plein de manières de faire. Il y a des trucs où, typiquement, tu vois, en tant que parent, nous, on se dit, on sait qu'on va merder sur des trucs. On essaye de merder le moins possible et de faire des gens qui auront le besoin de le moins possible de psy, voire, tu vois, de rééquilibrer ou d'être pas trop pété, on va dire, Mm. niveau adulte. Mais après, de toute façon, on sait que voilà, il y a des trucs où on ne sait pas faire, où on teste, où ça marche ou ça marche pas, où on voit pas tout de suite les résultats. Et en ça, c'est quand même très lié à l'entrepreneuriat. Ouais, complètement, c'est la même chose. Moi, j'ai une croyance qui m'aide beaucoup par rapport à la parentalité et j'y crois profondément. Je dis pas que j'ai raison. Moi, j'y Mm, crois profondément. C'est, je pense que le rôle d'un parent n'est pas de ne pas bousiller son gosse. Je pense que de mm, toute façon, on les bousille qu'on le veuille ou pas. Mais que le job est de leur donner les outils pour se débousiller eux-mêmes ensuite ouais. et de répondre présent et en posture basse le jour où ils ont besoin de toi pour se débousiller. Mm. Et en fait, pendant toute sa vie, tu fais de ton mieux. De toute façon, s'il a les bons outils, il s'en sortira. Et un jour, il arrivera chez toi et te dira que t'as merdé. Et de toute façon, on merde tous. Et tu diras, oui, tu as raison, je suis désolé, de quoi tu C'est as ça. besoin. Ouais. Point. En fait, et c'est l'entrepreneuriat, en fait. Je vais Ouais. faire de mon mieux. Ouais, Je vais c'est quand ça. même faire n'importe quoi. Mais si j'apprends bien et que je suis pas trop con sur le chemin, je vais trouver des solutions. Ouais, et que je reste ouvert à bah ouais, j'ai merdé et donc ok, comment je fais vas-y, c'est quoi l'étape d'après? J'ai merdé. Si toi tu sais ou que tu sais me montrer le chemin, vas-y montre en fait. Il y Je a dis pas pas de que j'ai bon raison chemin. sur tout quoi. Non, c'est ça quoi. Donc juste rester ouvert. J'aime beaucoup cette idée ouais de autour du bousiller ou pas en fait les enfants, mais Ouais. c'est le fait de d'être passé par la partie psy qui te parce que tu dis que le déclencheur s'est fait pour toi à ce moment-là. Tu as parlé tout à l'heure de pas reproduire des choses ou Mm. de pas te retrouver dans la posture de ton père à qui Ouais. t'as reproché de pas être là, etc. J'avais des relations compliquées avec mon père quand j'étais jeune. Encore aujourd'hui, ça va mieux, beaucoup mieux. Tu vois, il y a encore plein de trucs à régler. Hum, C'est une autre génération, donc c'est un sujet qui est un peu hautement complexe, parce que cette autre génération n'était pas éduquée comme nous on l'éduque aujourd'hui, etc. Très vite, je me suis rendu compte dans mon enfance qu'il y a des trucs que je suis pas trop sûr d'être d'accord avec, que je comprenais pas, etc. Très vite, très jeune, j'ouvrais des bouquins de psycho pour me dépatouiller un peu moi-même comme je pouvais avec ma propre vie. Et donc très vite, j'ai compris des problématiques. Du coup, je savais hum, pas les résoudre, j'avais pas les outils, etc. Et il y a plein de trucs que j'ai détricotés bien plus tard en allant faire une psychothérapie. Mais je m'étais déjà posé toutes ces questions bien en amont. J'avais déjà identifié des problèmes bien en amont. J'avais ouvert des bouquins de psycho pour essayer de comprendre, tu vois. ouais, Et je lisais des trucs qui font mal au cerveau, même au psy, parce que j'avais un besoin viscéral de capter des choses, tu vois. Et probablement que dans le monde actuel, si je vais me faire analyser par ce genre de psy-là, on va me mettre 17 étiquettes sur le type d'humain que je suis, parce que c'est la mode en ce moment. Moi, à mon époque, de toute façon, les étiquettes, c'était surdoué, pas surdoué. hum, Et c'était pas surdoué, mais bizarre, t'étais un enfant problème, point. Je me suis rendu compte vite que je comprenais les choses autrement que la plupart des gens, que j'étais bizarre dans plein de situations qui étaient normales pour les autres. hum. Sauf que j'ai eu la chance qu'on mette pas d'étiquette à cette époque-là, parce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Et donc, je me suis Contrairement à juste aujourd'hui, ouais, c'est clair. Et donc, je me suis jamais labellisé de rien. Et je me suis juste dit, bon, t'es chelou, va falloir apprendre à trouver des solutions. Et ça m'a rendu hautement adaptable. Ouais. Ouais, ça te force à trouver des moyens de communiquer ou enfin, ce que tu dis, ou t'adapter, mais c'est ce que tu disais aussi, je suis inadaptée quelque part au salariat. Ok, ben, c'est un fait. J'ai essayé, ça marche pas pour Mhm. moi. Qu'est-ce que je fais d'autre Ah ouais, ouais, ouais. Cata. pour vivre quand même, en fait, quoi. Complètement. Et moi, il y a des running gags comme ça, tu vois. Quand je connais pas bien les gens, je suis pas à l'aise avec le contact physique. Et mes proches en rient, tu vois. Enfin, et moi, j'en ris avec eux, c'est pas grave. Mm. Tu vois. Si je suis pas à l'aise, c'est pas, je suis pas en train de mourir intérieurement, tu vois. Je suis pas à l'aise. Ouais, Et ça se voit. Et tu veux me faire freeze, tu me donnes un cadeau devant plein de gens. c'est le bel C'est-à-dire système. que, Ok. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que mon cerveau comprend tout à fait la réaction qui est attendue, mais il n'est pas capable de la produire. Et Ouais. donc, Il y a un bug de merde qu'on fait quoi? mer, Mayday. merci. Tu vois, enfin, C'est c'est, vice-versa à l'intérieur, tu sais, le panique, panique. ouais, 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 complètement, tu vois. Et il y a plein de situations comme ça. Et il y a plein de trucs où, du coup, si tu veux, j'ai dû intellectualiser, en fait. Mm. Et ça m'a permis de me poser plein de questions. Ça,
il y a tous ces trucs-là qui, à plein d'endroits, ont fait de moi un meilleur parent, un plus mauvais parent, un meilleur entrepreneur, un plus mauvais entrepreneur. Ouais. Et je me dépatouille. Je répète souvent aux gens, je trouve des réponses qui sont justes pour moi. Si vous me ressemblez, elles vont sûrement vous aider. Je suis ravi de vous les transmettre, c'est mon métier. Ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que je changerai pas d'avis. Ça veut pas dire que je suis meilleur, etc. Récemment, il y a Julien Musi qui a fait un podcast avec je crois qu'elle est américaine, mais d'origine coréenne, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Simone et All Grace ou un truc comme ça. Je sais plus, bref. Où en gros, le sujet, c'était la quête perpétuelle du toujours plus de croissance, de CA, de l'argent, etc. T'éloignes des choses un peu importantes. Et c'est que de l'ego nourri, etc. Et donc, je me suis interrogé là-dessus et ça m'a donné envie de partager quelque chose sur Instagram qui était ma passion à moi, c'est le marketing. Mhm. La croissance de ma passion se mesure en chiffre d'affaires. Point. Ouais. Ça veut pas dire, mais ça veut pas dire que vous devez vouloir la même chose que moi. Mm. Ça veut pas dire que si j'y arrive, je suis meilleur. Si ma passion à moi, c'est de courir, je dois courir plus longtemps que vous ou plus vite. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme ça que je me dépasse dans ce que moi j'aime. Oui, puis c'est la mesure en soi enfin, c'est la Voilà. transposition en mesure factuelle et réelle de ta passion, c'est tout. Voilà. Et donc, en fait, si je fais plus de chiffres que les autres, ça veut dire que j'ai été un meilleur marketeur et peut-être, ce qui n'est même pas encore tout à fait sûr, un meilleur entrepreneur. Mm. Mais ça veut pas dire que je suis un meilleur humain, ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire qu'il faut vouloir la même chose que moi, ça veut pas dire que je suis plus heureux que vous, ça veut rien dire du tout, en fait. C'est que j'ai choisi un sport et j'ai choisi de compter les points d'une certaine façon dedans. C'est ça. Et c'est important de se rappeler ça. Et c'est pour ça que je mets toujours des gros disclaimers quand je parle d'argent, de parentalité, de plein de trucs comme ça, tu vois, de moi j'ai choisi un jeu et comment je le mesure. Ouais. Pas obligé de faire comme moi et ça veut pas dire que j'ai raison, quoi. Ouais. Et le comment je le mesure, j'aime beaucoup parce que souvent on a des niveaux de mesure qui sont sur le ressenti et pourquoi pas. Mais du coup c'est quand même assez peu factuel et très subjectif le ressenti. Tu vois, tu parlais de bonheur à l'instant. On va pas tous mesurer notre bonheur de la même manière forcément. Donc on peut se dire je suis heureuse, t'es heureux, mais comment est-ce qu'on l'a mesuré derrière? Et quand tu parles de choses, là on parlait de chiffre d'affaires, mais tu le disais, si tu cours, ça va être une vitesse ou un nombre de kilomètres, etc. J'aime bien cette idée de comment est-ce que c'est mesuré tout ça, mais de manière encore une fois factuelle. Parce que on parlait tout à l'heure de prise de décision. La prise de décision, ça nécessite aussi d'avoir une partie quand même factuelle et pas juste de ressenti ou de j'ai envie de. Des fois, ça peut marcher, hein, mais je pense que des fois, c'est quand même très foireux aussi de fonctionner qu'à ça. Et donc, je trouve ça intéressant, cette idée de mesure, en fait. Le problème de l'intuition et du feeling, c'est que la plupart du temps, on le comprend mal. Mon point de vue, moi, là-dessus, c'est que l'intuition, c'est ton inconscient qui perçoit des millions de micro-signaux que ton conscient ne peut pas percevoir, sinon tu deviendrais fou, et qui, à partir de là, te balance une intuition, et en gros, c'est la conclusion de tous ces micro-signaux. Si tu as expérimenté quelque chose 100 fois, il faut écouter ton intuition, elle est juste. C'est que ton inconscient a réussi à trouver un pattern qu'il connaît et qui te dit comment il faut réagir. Par contre, écouter son intuition sur un truc qu'on n'a jamais fait, c'est forcément de la merde. C'est-à-dire que ton inconscient, il essaie de prendre un raccourci, qu'on appelle aussi biais cognitif, pour tirer une conclusion sur une situation qui est nouvelle. Ça part En disant, vas-y, c'est 99% bon, du on temps en fait couille. ça va être vachement plus autoroute vers l'adobe. Voilà. C'est ça. Et c'est souvent dangereux, tu vois. Et après, sur la mesure, tu vois, on parlait de bonheur, ce qu'il faut aussi se demander, c'est est-ce que la personne optimise sa vie pour le bonheur? C'est pas forcément le cas. Moi, je pense qu'à bien des égards, j'optimise beaucoup plus pour l'accomplissement que pour le bonheur. Et donc, je suis dans une quête du jamais assez, toujours plus loin, toujours plus fort, parce que ce qui me nourrit le plus profondément, c'est d'accomplir des choses, de grandir, d'avancer, et d'atteindre une certaine forme de potentiel, même si c'est un peu égotique. Et c'est ce qui me nourrit aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est le cas demain. Ouais, c'est ça. Très c'est important aussi. d'être ultra au clair là-dessus. Ouais, non, je suis tout à fait conscient que je peux me réveiller dans une semaine comme 30 ans en disant ah ça m'anime plus, allez fini, poubelle. Donc en fait si tu veux c'est comment on mesure dépend aussi de sur quoi on optimise. Ouais. Tu vois moi je fais de la croissance du chiffre d'affaires, c'est de la visibilité, c'est des trucs comme ça. Il y a des gens qui font plus de profit que moi avec des entreprises 3 fois plus petites. Eux ils optimisent pour la profitabilité, le temps libre. Pas mon cas. Ouais. Tu vois, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on mesure en fait. Ouais, et arrêter de comparer ce qui est pas comparable. Quelqu'un qui veut le maximum de temps libre, avoir juste de quoi bouffer, être heureux et chanter des chansons dans la forêt, il pourrait me regarder et se dire oh je suis trop nul. Bah non, en fait, on joue pas au même jeu. Et si moi je me compare à toi selon tes métriques, je suis trop nul aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on compare? Non, mais c'est ça. Il y a souvent pas mal de comparaisons. Alors, souvent, on prend le chiffre d'affaires parce que c'est peut-être facile. la voie facile.
ça veut rien dire en plus. Très court-circuité, c'est clair. Donc souvent c'est ça, et en effet souvent des comparaisons, mais ça c'est juste le point de sortie en fait. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est en entrée, quels sont mes critères à moi, qu'est-ce qui est important pour moi ou pas, qu'est-ce que je mesure là-dedans, et la sortie c'est une conséquence quoi. Mais en soi c'est pas ça à aller chercher en premier quoi. Ça n'est que le Ouais, point de sortie. et puis sur les chiffres, de toute façon, tout le monde ment. C'est une Non mais c'est catastrophe, ça, là. Entre ceux qui parlent en pipe, ceux qui parlent en facturé non encaissé, ceux qui parlent en encaissé, ceux qui mettent c'est ou pas ça. la TVA. T'en as qui te font des cumuls de j'ai fait 6 millions, mais en fait c'est sur les 18 dernières années. Donc t'es là, bah ouais d'accord, ok. Non, Ça non, n'a mais plus moi, aucun moi, de toute sens. façon, j'ai arrêté de dire les chiffres des gens. De toute façon, pareil, tu vois, on mesure pas de la même façon. Ouais, Moi aussi, je peux te faire signer un contrat où je te dis, tu me payes 100 euros par mois pendant 457 ans. C'est, ouais, j'ai fait un contrat à 10 millions. c'est ça. Oui, mais la personne va te payer 300 euros et ensuite elle va te churn. Donc, en fait, tu as fait un contrat à 300 euros. C'est ça. Et donc, C'est si tu tout veux, à fait bon, pareil. les chiffres des autres, hein. Oh, c'est clair, mais c'était une très bonne illustration de. C'est quand même important de plutôt d'aller creuser déjà s'il y a du temps à passer là-dessus, d'aller creuser ce qui nous anime nous, voir ce que tu disais, quelle est la passion et comment est-ce que je la traduis en chiffres pour savoir comment est-ce que je la mesure, plutôt que de se dire ah, un tel fait ci ou ça, comment est-ce que je fais pour faire la même chose que lui ou elle. Ouais, complètement. Tu parlais pas mal de ressources, tu as parlé de podcasts, de bouquins. Est-ce qu'il y a des ressources spécifiques qui t'ont aidé en tant qu'entrepreneur slash parent et qui potentiellement pourraient aider d'autres gens si ça leur Mm. parle aussi? Alors, en tant que papa, déjà pour commencer, et le distinguo est important parce que ce soit au niveau sociétal, culturel ou même biochimique, c'est pas du tout la même chose, papa ou maman, hein, Mm. n'en déplaise aux tendances actuelles. Pour les papas, et là, entrepreneur ou pas d'ailleurs, peu importe, on s'en fout, il y a le docteur Anna Machin, Machin, qui a écrit des choses très, 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 très bien sur les changements biochimiques et psychologiques d'un homme qui devient papa. C'est Mhm. très, très, très intéressant. Ryan Holiday parle beaucoup de parentalité aussi. C'est plutôt intéressant dans l'ensemble. Sinon, moi, je suis allé chercher des entrepreneurs qui sont parents et regarder un petit peu ce qu'ils racontaient. Globalement, il n'y en a aucun qui a de bonnes réponses. Ça veut pas dire qu'ils en ont des mauvaises non plus, hein. En fait, c'est Ouais, juste ouais, non, non, que c'est juste que, ouais, visiblement, eux aussi se dépatouillent comme ils peuvent. ouais, T'as un podcast plus récent que j'ai trouvé très bien de David Bonhomme qui s'appelle Papa Patron Pèlerin, ok. où il interviewe en fait des papas entrepreneurs qui sont sur leur propre chemin et qui se posent aussi des questions. Mhm. Que j'ai lu encore. J'ai lu beaucoup de choses après, hein, mais je pense que c'est les dominantes. Après, parler avec son conjoint. Beaucoup, en Mm. fait, parce que c'est le plus dur, parce que ça va mettre à nu plein de défaillances du couple en termes de communication, en termes d'habitude, parce qu'il va falloir mettre à nu les enjeux de chacun, les objectifs de chacun, qu'est-ce qu'on se voit être, qu'est-ce qu'on a envie de devenir, etc. Mm. Et c'est pas forcément ce que je fais le mieux d'ailleurs, hein. Je le dis parce que je suis aussi en plein dedans, tu vois, c'est important de le rappeler. Ne pas hésiter à se former, ne pas hésiter à se faire accompagner, peu importe sous quelle forme, on s'en fout. Mm. Ne pas rester seul là-dedans, parce que la société nous donne rien, que Mm. en général nos parents, ça évolue tellement vite, ce qui est vrai ou pas, que c'est aberrant. Mm. Moi, je vois ce qu'on faisait dans mon enfance. Aujourd'hui, on a des études qui disent que c'est tout ce qu'il faut pas faire, et probablement que ce sera encore pire après. Mm. Donc en fait, se tenir au courant, se former, se faire accompagner, faire de son mieux, ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels sur tous les sujets liés à la parentalité en fait, hein. Ouais. Et ne jamais rien prendre pour parole d'évangile en fait, parce que les professionnels aussi se trompent d'ailleurs. Ouais, carrément. Et tester des trucs. Et globalement, conseil un peu touchy, hein, vos sages-femmes, spécialistes, doula et compagnie auront plus souvent raison que vos médecins. Expérience personnelle baquée par rien, qui Expérience n'est pas un personnelle avec conseil 2 enfants, médical. la même. Ouais, qui La n'est même. pas un conseil médical, qui veut pas dire qu'il faut pas aller chez le médecin. Ça veut juste dire que la société étant constituée comme elle l'est, et les médecins étant formés comme ils le sont et pressurisés comme ils le sont, souvent les infirmières et assimilés sont un peu plus humains. Bon, peut-être un peu plus de temps aussi pour l'échange, pour la compréhension, etc. Après, ça À dépend à quels l'hôpital endroits. pas, N'a pas à à l'hôpital, ouais, l'hôpital c'est pas ça, ça dépend. malheureusement, mais Ouais. en libéral ouais. Ouais, en libéral, clairement. Et après, ça rejoint ce que tu disais. En fait, je pense que s'entourer au sens, enfin, personne n'a la bonne réponse. Encore une fois, il n'y a pas de guide avec il faut faire A, B, C. Par contre, c'est s'entourer de ce type de personne qui va avoir le temps déjà d'écouter, de pouvoir avec qui pouvoir discuter. C'est ultra précieux, je trouve. Et tu le disais, nos parents étaient pas tellement sur les mêmes logiques que nous, éducationnelles, pour plein de raisons. Et c'est comme ça. Et du coup, c'est pas forcément non plus les bons conseils ou les personnes avec qui forcément échanger là-dessus. C'est-à-dire que dans la parentalité comme dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'injonctions.
qui viennent souvent de l'entourage, qui n'y connaît pas forcément grand-chose sur ces deux grosses thématiques d'ailleurs. Et donc, Ouais. c'est pas forcément là que les meilleurs conseils sont allés chercher, quoi. Sans toi de professionnel, en fait. Mm. Tu veux améliorer tes ventes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir un sales manager ou un Ouais, sales c'est ça. coach et Bah, tu ta vas grand-mère, travailler quoi, dessus. en fait. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, nous, on est accompagnés par des personnes sur le sommeil, sur la diversification alimentaire, sur l'éveil de l'enfant, etc. Mm. En fait, on est allé chercher des professionnels pour nous apprendre, tu vois. Et Mm. encore, moi, j'ai ma femme qui est formée, qui était éducatrice de jeunes enfants, qui a bossé en Ouais. crèche, etc. Et malgré ça, on va quand même chercher des professionnels. Mm. C'est comme ça que Souvent, tu c'est quand progresses. même là que... Ouais, c'est ça. C'est les experts, en fait, de leur domaine. Et bien sûr. Et c'est clairement, en termes de ressources, je pense que c'est ultra intéressant. Ça veut pas forcément dire aller chercher tout le temps quelqu'un pour tous les sujets, etc. Mais en tout cas, se poser la Non, question mais et se dire comment est-ce ça que je dépend de. peux aller creuser certains sujets et au besoin recourir aux bonnes personnes, c'est intéressant. Ça dépend à quel point un sujet est critique. Ouais. Si c'est quel est le meilleur body pour ton enfant, bon, avec 3 recherches internet, tu te démerdes. Mm. Si c'est comment transformer un Google Doc en PDF, tu te démerdes. Si la question c'est comment bien déclarer tes recettes fiscales à l'administration, ou si la question c'est comment faire pour que mon enfant s'endorme sans hurler à la mort et vivre un moment de désespoir, Mm. là on est sur des sujets critiques dans un cas d'entrepreneuriat comme dans un cas de parentalité, Ouais. et donc on va voir des professionnels. Tout simplement parce que le professionnel, il a passé 1000, 5000, 10 000 heures à Ouais. trouver la bonne réponse. Ça veut pas dire qu'il a toujours raison. Non. Mais dans tous les cas, toi, tu as passé 2 heures, lui 10 000, il a plus raison que toi. Ouais. Ouais, puis toi, t'es un PLS, donc va chercher l'info pour te faire gagner du temps, Ouais, de ouais, l'argent, de l'énergie, enfin voilà quoi. ouais, complètement. Tu dis aussi, j'ai lu ça récemment dans un de tes posts, que le fait d'être parent, c'est aussi hyper puissant. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu mets derrière en fait? Ouais, bien sûr. Quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu le fais pour toi. Moi, Mm. veux gagner argent sans travailler chiant. Très basique, hein. Mm. Très reptilien. Au fur et à mesure, tu le fais pour le plaisir, un peu moins pour l'argent. Puis après, tu le fais pour tes proches. Puis après, tu le fais pour ta team. Puis après, tu le fais pour give back quand tu arrives à un certain niveau parce que tu te rends compte de l'impact que ça a dans la société, même si c'est à petit niveau, tu vois. Et à un moment, tu as un enfant et tu te dis, ce que je suis en train de faire, ça va lui revenir en termes d'éducation, en termes d'opportunités, en termes Mm. de choix, en termes de sécurité, en termes de liberté, etc. Je veux pas particulièrement que mon enfant reprenne ma boîte et je suis pas sûr que à 18 ans je vais lui dropper 20 millions dans la poche, mais il va avoir une éducation, des possibilités, une liberté et une sécurité que sans argent et sans le développement professionnel que je suis en train d'avoir, on ne pourrait pas avoir. Mm. À l'échelle de la planète, ceux qui ont la meilleure éducation financière et économique et culturelle et tout ce que tu veux s'en sortent mieux. L'ascenseur social fonctionne mieux pour eux. Ils ont plus de possibilités. Si tu as de l'argent en fait et que ton gamin il est passionné par la peinture, en fait il a pas à se demander comment bouffer à la fin du mois, il peut juste faire de la peinture toute sa vie. Ouais. Ou complètement autre chose. En fait j'ai pris ça exprès comme exemple, mais n'importe quoi sera juste. Il n'a pas à se demander si artisan ça payera assez bien, si sportif, enfin il fait ce qu'il veut en fait. Mm. Et si demain, et vu que notre société est de plus en plus compliquée, il n'est pas en sécurité là où il est, en un claquement de doigts, il peut partir. Mm. Et donc en fait, d'un coup, ce que tu fais, tu le fais plus pour toi et pour un truc un peu abstrait de give back au monde, tu le fais pour ton enfant. Ouais. Et je pense que ça, c'est le moteur le plus puissant qui existe. En tout cas, ça l'a été pour moi. Ça donne l'impression depuis, c'est en lien avec ce que tu viens de dire, depuis quelques mois, d'une accélération de Coleman Publishing. Oui. C'est lié du coup? Je pense que c'est lié, mais c'est aussi parce que aujourd'hui je suis bien entouré, et que j'ai été bien conseillé, et qu'on m'a aidé à comprendre des choses. Et il y a toujours des paliers en fait. Et Mm. 2023, j'avais acté qu'il y aurait un peu de croissance, mais au moins 6 mois de stagnation et de consolidation pour préparer l'arrivée de mon fils. Mm. Et mon fils est arrivé en fait, et j'ai pu réappuyer sur la pédale d'accélérateur. Même si avec le recul, peut-être que j'aurais dû attendre 3 mois de plus et accélérer un peu moins vite. Mais ce qui est fait est fait. Mais donc oui, on est en phase de croissance et c'est volontaire en fait. Mm. Et encore, à mettre entre guillemets, dans notre industrie, c'est très populaire de dire 0 à 5 millions par an en 12 mois. Moi, l'entreprise a 3 ans et demi. Cette année, on va faire 2 millions et demi. C'est déjà beaucoup, Mm. mais je fais jamais plus de fois 2 par an. Ce qui est déjà énorme hein, en termes Ouais. de PME traditionnelle, hein, c'est déjà Mm. énorme. Mais dans une industrie où on est habitué au x12 en 6 mois, je pourrais le faire. Ouais, enfin, après, Je sais x12, quand tu exactement fais sur 100 quel 000 par bouton mois, appuyer. c'est pas la même chose que x12 quand tu fais Non, 2 bien sûr, millions. mais je sais Ouais. exactement sur quel bouton appuyer si je Mm. voulais accélérer encore plus vite. Mais je sais aussi ce que ça veut dire l'hypercroissance, le chaos de la nécessité d'hyperstructuration rapide. Mm. Je sais qui va le payer et en l'occurrence, c'est pas moi. Ouais, Ce ok. sera obligatoirement ma famille et mes clients. Mm. Et donc, en fait, je choisis de pas le faire à cette vitesse-là et de faire une croissance plus stable et plus durable.
Peut-être que dans les 12 prochains mois, on peut encore chercher un x2. Et ensuite, de toute façon, ce sera plus x2. Parce qu'à un Ok. moment, comme tu l'as dit, tu fais 50 millions par an, tu fais pas 50 à 100 millions en un an, je pense pas en tout cas. Ok. Et à un moment, donc la croissance va ralentir. Ouais, c'est ça, avec un ralentissement. Et donc, c'est ça la suite pour toi, mais tout en gardant cet équilibre aussi Ouais, de temps pour toi, tu le disais, ouais, de temps aussi avec ta famille et de recherche, parce que c'est aussi une expérimentation et donc ça prend aussi du temps et un peu de charge mentale, d'équilibrer. Et un enfant, bah, ça grandit. Donc, les sujets grandissent ouais. aussi. Pas en taille et en importance, mais ils évoluent forcément. Quand Bien tu es sûr. sur à chercher des experts sur la diversification et qu'il entre au collège, bah, c'est plus les mêmes sujets. Ah oui, complètement. Donc c'est ça pour toi les prochaines étapes, c'est continuer et en effet on sent là que la croissance s'accélère fort, Hmm. mais jusqu'à un certain point de stabilité et tout en conservant ce que tu as réussi à mettre en place depuis la naissance en gros. Ouais, je pense que une entreprise qui ne croit pas est une entreprise qui meurt. Mhm. Surtout dans notre industrie où tout va très vite. Attention, croissance veut pas dire fois de chiffre d'affaires chaque année. Mhm. Ça peut être croissance de ton profit, ça peut être croissance de ton audience, ça peut être plein de choses, tu vois. Mhm. Mais une entreprise, entre guillemets, qui n'avance pas est une entreprise qui meurt. Voilà. Avancer, c'est peut-être un meilleur terme que croissance, qui voudrait dire que argent. Ouais, Tu peux croître à d'autres endroits. Mais tu peux choisir de croître à une vitesse qui est juste assez inconfortable pour toi pour progresser, humainement et professionnellement, mais pas trop pour pas imploser en vol. ok. Si j'avais 25 ans et que j'étais célibataire, peut-être que je tiendrais un autre discours. Mhm. J'ai 35 ans, je fatigue plus vite, ma famille c'est important, mon sport c'est important, ma sieste c'est important, etc. Donc en fait, je ne construis pas de la même façon que si j'avais 18 heures par jour à bosser. J'ai un copain que j'admire beaucoup qui s'appelle Mathis Clouet. En moins d'un an, il est passé de 0 à 150 000 par mois. C'est ultra impressionnant ce qu'il a réussi à faire et il est super fort. Mhm. Par contre, il le dit lui-même, à quel prix? Il a pas de vie, il fait que t'as fait. Mhm. Dans 2 ans, il le regrettera pas parce que il est assez jeune pour l'encaisser, il a le niveau intellectuel pour réussir à le faire, et il aura construit un truc, et ensuite il va pouvoir souffler un peu, et ça va être Ouais, que du passer à autre kiff. chose. Ouais. Mais quelqu'un qui a 40 ans et des enfants ne peut pas faire ce qu'il a fait. C'est Mhm. pas possible en fait. Ou alors Mhm. tu ruines ta vie perso. Donc c'est des choses à prendre en compte. Carrément. Et je trouve que c'est important de l'avoir en tête et de se dire quels sont mes j'allais dire contraintes, c'est toujours hyper péjoratif, contraintes, mais quels sont mes critères aujourd'hui et quelle est ma latitude en fait là-dedans et comment est-ce que je fais grandir mon entreprise, la fais avancer, comme tu le disais, avec ces critères-là. Et en effet, quand on a 20 ans et qu'on vit chez ses parents, c'est pas tout à fait pareil que quand on aura 35, des crédits à C'est rembourser et des enfants. contrainte, c'est pourtant le bon mot. C'est juste qu'en fait en français il est connoté Ouais, négativement. c'est ça. C'est juste qu'en fait, pareil, un artiste qui doit créer, la contrainte, c'est les caractéristiques de cadre qu'il s'impose pour Mmh, créer. De toute façon, en fait, la créativité n'existe pas sans contrainte. mmh. Il faut obligatoirement une contrainte pour créer quelque chose, parce que je sais pas, moi, faire 100 millions, ça veut rien dire. En combien de temps, en travaillant combien d'heures Ouais, par jour, c'est dans quelle ça. industrie? Ouais. Et en fait, tout ça, c'est des contraintes. C'est constraint, c'est qu'est-ce qu'on met comme boîte à l'intérieur de laquelle on fait ce qu'on veut. Mmh. Et quand on a un certain âge, des enfants, un certain niveau d'énergie, certains enjeux dans la vie, nos contraintes de jeu ne sont pas les mêmes. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Mmh. Et c'est OK. Et aujourd'hui, tu as des gens de 50, 60, 70 ans qui bâtissent des boîtes en millions, voire en milliards, avec des enfants, des machins, etc. Ça veut dire que c'est pas possible. Mmh. C'est pas la même façon de jouer au jeu. C'est tout. C'est ça. Juste définir les règles du jeu. On va rester là-dessus. Merci beaucoup. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Jérémy sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. Ça marche très bien aussi. Merci beaucoup, Jérémy, d'être venu au micro de Tuba. J'ai hâte, du coup, de suivre ta croissance et d'avoir d'autres infos sur ton évolution en tant que papa. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très cool. Avec plaisir. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.